Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 20 septembre 2022. À la une ce soir, une partie de la ville de Douala plongée dans le noir. Le poste de transport de la Sonatrach de Lokbaba est en feu depuis quelques heures. Plusieurs quartiers affectés. Un élève de 4e sauvé des griffes d'un kidnappeur. Il s'est fait enlever par un jeune homme de 24 ans qui s'est fait passer pour un professeur de travail manuel au lycée bilingue de Bafoussam. Son bourreau, qui réclamait 3 millions de francs CFA, est tombé dans les filets de la police. Et la santé des enfants en péril à cause du poids de leur cartable. Ils sont contraints de transporter la totalité des fournitures au quotidien pour aller à l'école. Un débat que le 19h50 relance ce soir. Et nouveau bras de fer entre le président russe et l'Europe. L'Union européenne s'oppose contre l'aide de Vladimir Poutine aux pays pauvres à qui il voulait faire un don de 300 000 tonnes d'engrais. Voilà pour les titres. Bonsoir une fois de plus. Une bonne partie de la ville de Douala est dans le noir. Le poste de transport de la Sonatrach de Lokbaba dans l'arrondissement de Douala 3e est en feu. Les flammes ont déclenché autour de 18 heures. Les sapeurs-pompiers alertés s'activent à éteindre le feu. Pour l'instant, rien ne filtre sur l'origine du feu, mais une alerte de l'entreprise en charge de la distribution de l'énergie électrique fait savoir que plusieurs quartiers de Douala sont affectés. Aux dernières nouvelles, le gouverneur du littoral est sur le terrain. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité également, la police met la main sur un jeune homme de 24 ans à Bafoussam. Celui-ci, après avoir kidnappé un élève de 4e au lycée bilingue de Bafoussam, réclamait la somme de 3 millions de francs CFA. Son coup ne va malheureusement pas réussir et l'enfant est libéré sain et sauf. Retour sur ce film avec Walter Bertrand et Dimitri Kuaté. Les éléments de la brigade anticriminalité de la division régionale de la police judiciaire de l'Ouest viennent de mettre hors d'état de nuire un présumé récidiviste spécialisé dans le kidnapping des mineurs avec demande de rançon. Âgé de 24 ans, auteur du kidnapping d'un élève de 11 ans au lycée bilingue de Bafoussam, d'un enfant de nationalité rwandaise âgé de 4 ans à Yaoundé. En date du 5 septembre 2022, au niveau du lycée bilingue de Bafoussam, il s'est introduit malicieusement dans la classe de 4e BA3 où il s'est présenté comme le professeur de travail manuel et après avoir fait l'appel, il a demandé un élève qui devait l'accompagner pour acheter le matériel dédié à la discipline. Au regard de la mouvance et des va-et-vient dans l'établissement, il est sorti naturellement avec l'élève avant de prendre une direction inconnue. C'est vers 14h30 que la maman de la victime va recevoir un appel du suspect lui exigeant une rançon de 3 millions de francs CFA pour la libération de son enfant. Celle-ci, choquée, elle va immédiatement saisir le chef de la division régionale de la police judiciaire de l'Ouest qui va nous coter cette enquête en nous instruisant de mettre fin aux activités criminelles de ce suspect. Interpellé, son exploitation révèle d'autres actes. En date du 10 juillet, ce même suspect avait kidnappé un enfant de 4 ans à Yaoundé, dans la localité de Mendong. Un enfant d'origine rwandaise qui l'a toujours conduit dans ce domicile de fortune. Et après 5 jours de captivité, la famille ayant versé une somme de 600 000, il a expédié l'enfant comme un colis par une agence de transport. La reconstitution des faits a eu lieu ce 19 septembre 2022 à Bafoussam et à Demdeng dans l'arrondissement de Djemem, département du Konki. J'exhorte les parents et les chefs d'établissement à faire preuve de beaucoup de vigilance parce que nous avons constaté que le phénomène des enlèvements avec demande de rançon devient de plus en plus récurrent dans nos différentes villes et surtout en cette rentrée scolaire. Donc c'est un appel
à la vigilance parce que nous sommes tous des parents. Ça peut arriver à nos enfants même, et comme ça peut arriver aussi à tout autre. C'est sur place que les parents du présumé suspect ont eu une idée de l'activité de leur fils qui cachait pourtant ses victimes dans la maison familiale. La dalle construite sur la seule bouche d'incendie du carrefour Anatole a été démontée par les commerçants. Les travaux de construction de nouvelles boutiques sèment la discorde. Ils sont tiraillés entre la décision du sous-préfet de Douala 2e et celle du maire de la ville. Reportage Samuel Bayha. Le mot d'ordre vient d'être donné dans la foule. Les commerçants du carrefour Anatole s'attaquent à cette dalle en construction. Le chantier a été engagé dans la nuit de samedi 18 septembre. Kamajou Fils, initiateur du projet, ambitionnait construire de nouvelles boutiques. Hélas, à ses dépens. On m'a appelé vers 22h pour me dire que les travaux ont repris au marché. Quand je suis arrivé ici, lundi matin, j'ai trouvé qu'on avait déjà monté une dalle. C'est qu'ils avaient des informations qu'on a autorisé de construire. Mais ça nous dit qui a autorisé de construire. D'après le régisseur du marché, ces travaux ont été autorisés depuis 6 mois par le maire de la ville de Douala. Par contre, le 23 août, Stéphane Kindjana, sous-préfet de l'arrondissement de Douala 2e, ordonnait l'arrêt des travaux. Il y a eu une semaine, j'ai reçu 2 commandants de brigade ici qui m'ont remis un papier que je vous ai présenté, disant qu'ils sont envoyés par le sous-préfet. Mais quand je lis là-dedans, moi je vois toujours l'arrêt des travaux, mais dans les coulisses là, moi je suis en train d'entendre qu'on va reprendre les travaux à Anatole. Cet espace où la dalle devait se poser reste la seule bouche d'incendie existante de ce marché au carrefour Anatole. Ça cachait la vue du marché. Et les commerçants unanimement se sont mis à casser. Il y a des espaces, mais ici, c'est pas fait pour rencontrer les constructions. Ça barre tout le monde. D'autres n'ont pas de place. C'est être méchants. Ils sont très méchants. Hein? Les techniciens, pourchassés par les commerçants, ont abandonné cette bétonnière. Ce matin, à coups de pelle, les derniers amas de béton étaient décrochés du sol. Autre information importante, la grève annoncée des taximens hier lundi dans la ville de Yaoundé n'a finalement pas eu lieu. Ces derniers avaient pourtant promis il y a quelques jours une cessation d'activité pour protester contre l'installation au Cameroun d'un concurrent russe dénommé Yango, qu'ils qualifient de clandestin. Ces conducteurs professionnels de taxi sont actuellement mobilisés pour une contre-offensive dans les prochains jours. On voit cela avec Daniel Anissé Boudier, Kevin Mogo et Michel Foucault. Dans les rues de Yaoundé, des taxis qui vaguent librement à leurs activités. Certainement le calme avant la grève que les taximens annoncent dévastatrice dans les prochains jours. Rassurez-vous, Yango reste un cas préoccupant, un cas particulier, parce que c'est un transporteur clandestin qu'on n'a jamais vu nulle part au Cameroun. Et nous sommes partis pour nous rasseoir en conclave pour étudier ce cas-là. L'arrêt d'activité était initialement prévu ce lundi 19 septembre. À l'origine, l'arrivée d'un concurrent russe dénommé Yango, une plateforme numérique de transport par taxi qui apparaît aux yeux des taximens de Yaoundé comme un virus très infectieux pour leur secteur d'activité. Yango nous a gâté le travail des taxis à Yaoundé. Donc, je ne sais pas comment on va faire. Maintenant, il n'y a même pas les clients. Le client ne paye pas bien le taxi. Ça devait avoir lieu, cette grève. C'est l'incompétence des syndicalistes. Ils ne s'entendaient pas. S'ils s'entendaient tous, ça devait aller. Comme motif de plainte, ils évoquent le fait d'être soumis au paiement de charges fiscales, d'assurances et autres. Des modalités d'exercice de la profession auxquelles les véhicules opérant via Yango parviendraient à se soustraire. Pour les syndicalistes, c'est inacceptable. Afin de mettre sa voiture sur la voie publique, on vous oblige d'avoir les documents requis. Mais d'où vient-il? Les transporteurs clandestins qui viennent au Cameroun ne paient aucun papier, mais se mettent à transporter. Nous pensons qu'à l'heure actuelle, Yango doit arrêter immédiatement ses activités. Pourtant, dans les rues, des Camerounais s'habituent peu à peu à ce nouveau mode de transport qu'ils trouvent rassurant et moins cher. Tu as la possibilité de voir comment ton chauffeur ou bien le véhicule que tu as eu emprunté qui te donne un endroit A pour un point B. Et ça fait que normalement tu te sens plus en sécurité. Hormis le fait que tu es seul dans ton véhicule, à part si tu as des amis avec qui tu es et avec qui vous allez dans un autre point. Parfois Yango vous propose ses services à 800 francs seulement. Rendu au ministère des Transports et l'eau principale mise en cause de Yango, personne ne souhaite s'exprimer sur la question pour le moment,
Mais il rassure tout de même devoir se prononcer en temps opportun. Et prenons la route de Douala où un projet d'aménagement est en étude à Dibamba. Un projet qui vise à embellir et préserver ce corridor. À la baguette de cette initiative, la mairie de la ville, soutenue par de nombreux partenaires. On voit cela avec Leslie Poumetia et Marius Kosso. Transformer ces espaces en des terres viables. Ici, nous sommes aux alentours de la Dibamba, connue pour rive côtière, l'un des bassins majeurs de développement qui croule sous une dégradation avancée. Un projet d'aménagement est sur le point d'être mis en place. Vous savez que la difficulté pour nous aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre ensemble à la fois la nécessité d'accroître le développement de la ville, de permettre des logements et l'habitat d'une manière générale, et de l'autre côté, préserver justement les sites naturels qui peuvent non seulement nous servir au plan culturel, mais beaucoup plus également nous servir de réservoir pour un certain nombre de choses. Il est question de mettre en place une stratégie pour préserver le corridor de la Dibamba. Une opération dite de grande envergure qui nécessite au préalable un échange avec les riverains. Nous avons peut-être la chance que nous avons pris l'habitude de discuter avec la plupart de ces acteurs-là. Et je pense que le véritable challenge, c'est ça, c'est-à-dire un bon partenariat pour que les gens comprennent et pour que tout le monde se mette ensemble pour un objectif commun. Ce projet est le fruit d'un partenariat entre la mairie de la ville de Douala, la commune de Dibamba et d'une entreprise canadienne. Avec l'attaque des églises et l'enlèvement des prêtres, la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest prend une autre tournure. Pour les politologues et des personnes outillées en stratégie de guerre, les séparatistes, par ces actes ciblés, veulent faire comprendre que les solutions proposées ne cadrent pas leurs aspirations. On voit cela avec David Sanjo en Ritina. L'enlisement de la crise ces derniers jours dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest témoigne de l'absence de justesse de l'État dans la résolution de cette crise. Il y a de bonnes intentions, mais pas du tout efficaces. Résoudre ce problème, il faut donc revenir à un dialogue que je qualifierais de dialogue national inclusif, où la part belle sera réservée à la communauté anglophone, qui pourrait même d'abord au préalable faire se tenir autour d'un forum, et après ce forum, on les convoque donc autour d'une concertation nationale où il y aura toutes les forces représentatives de l'État du Cameroun. Après l'attaque des individus, les sécessionnistes sont passés aux écoles, élèves et étudiants, et pour aggraver la psychose, les églises et hommes de Dieu sont attaqués, preuve du changement de stratégie. Vous avez vu maintenant, ils ont laissé presque les civils, ils s'attaquent à des personnalités assez ciblées telles que les prêtres. Vous voyez, tels qu'ils s'attaquent aux églises. Cela veut dire qu'ils s'attaquent à ce que les citoyens ont de plus cher, l'âme. Parce que vous savez, les citoyens camerounais aiment aller à l'église. Et les ambassadeurs ont compris que pour davantage créer de l'effroi et de l'émoi, il faut aller attaquer des personnalités religieuses. Et vous voyez que le mode opératoire est en train de s'affiner, parce que les solutions tardent à tomber. Débutée en novembre 2016, la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun connaît de nombreuses mutations et changements de stratégie. Et le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense vient d'achever une visite officielle de 48 heures en République de Guinée équatoriale. Joseph Betia Somo, porteur d'un message du chef de l'État Paul Biya, a été reçu en audience par le président Teodoro Obiang Nguema Bazogo. Compte rendu, Daniel Anissebodje. Un visiteur de marque dans les salons du président Teodoro Obiang Nguema Bazogo au palais du peuple à Malabo ce 19 septembre. Monsieur le ministre, bienvenue. Merci. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense est ici un envoyé spécial du président de la République Paul Biya. Joseph Betia Somo est porteur d'un message du chef de l'État camerounais à son homologue équato-guinéen. Son Excellence, Monsieur le Président Biya, reçoit très régulièrement des envoyés spéciaux de son frère à Yaoundé. Et quoi de plus normal qu'en retour
ils nous dépêchent ici régulièrement également pour venir porter ces messages sur les problèmes d'intérêt commun à son frère. Au nombre des questions abordées au cours de l'audience, un regard sur la situation à la frontière commune depuis la signature en 2020 de l'accord de défense entre les deux pays. Aussi, au moment où la Guinée équatoriale prépare les élections générales en novembre, il y a nécessité de renforcer la sécurité au niveau de la frontière. Et les problèmes sécuritaires aujourd'hui sont internationaux, ils sont transfrontaliers, de sorte que ce qui arrive chez l'un peut arriver chez l'autre. La situation des Camerounais installés dans ce pays frère aura également fait l'objet d'une attention minutieuse. La délégation camerounaise, conduite par le ministre Joseph Betty Assomo, est composée du chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée René Claude Meka et autres chefs militaires territoriaux. Autre chose à présent, en éducation, 2 semaines après la rentrée scolaire, l'éternel débat sur le poids des cartables des élèves du primaire refait surface. Des sacs surchargés, des cahiers et livres qui, à la longue, risqueraient d'impacter sur la santé de ces tout-petits. En longueur de journée, ces derniers transportent ces sacs d'école, parfois au risque de contracter certains malaises. Une situation que certains parents souhaitent voir améliorée. Entre les raisons du poids de ces cartables et les conséquences, je vous propose de suivre ce reportage que signent Maria Mazou et Samuel Ebakissé. Ce phénomène est beaucoup plus visible à la sortie des classes. Après une dure journée d'école, c'est souvent très difficile pour ces tout-petits du primaire de porter leur sac à dos. Ça, c'est mon cahier de français. Les manuels scolaires à n'en plus finir. Juste pour cette journée de mardi 20 septembre, Marie, élève de cours moyen 1, transporte avec elle 9 cahiers de cours. Un véritable fardeau que certains parents désapprouvent. On partait à l'école avec 2-3 cahiers. Maintenant, le sac de l'enfant est comme ça. On te donne une liste de cahiers qui n'a même pas de nom. Nous sommes déjà dépassés avec l'affaire là. Pourtant, un cartable trop lourd a un impact important sur la colonne vertébrale des élèves. L'enfant rentre, il dit qu'il a les couilles battues, tout le corps fait mal. Il se plaint, il ne parvient même pas à jouer. On est obligé de passer à la pharmacie, acheter des comprimés, tout ça. Les enseignants, eux, estiment que c'est tout à fait normal qu'il y ait autant de cahiers. Le manque d'emploi du temps fixe au primaire en est une raison parmi tant d'autres. Nous ne sommes pas au collège. Et je suis la seule enseignante dans ma classe. Le cahier de devoirs est à part. Tous les jours, je dois donner les devoirs et que les enfants aillent faire à la maison. Et le lendemain, je dois les corriger. Regardez, est-ce que l'enfant copie vraiment les cours dans tel espace? Parce qu'il y a certains enfants qui mélangent et qui disent à la maison qu'on n'a pas vu. À cela s'ajoutent les gamelles, les bouteilles d'eau et autres que les élèves insèrent souvent dans leur sac à dos. Des petites solutions comme privilégier les classeurs au lieu de cahiers ou encore installer des casiers dans les écoles pourraient peut-être alléger le quotidien de ces élèves. Quittons l'éducation pour parler de cette concertation entre administration publique et privée et la coalition pour l'assainissement de la filière cosmétique au Cameroun, annoncée pour demain, mercredi, à Yaoundé. Il sera question au cours de ces assises de concocter un mécanisme d'encadrement de ce secteur d'activité. Elles font suite au recadrage du Premier ministre relativement à l'importation des produits éclaircissants. Occasion pour nous de nous interroger sur ce rétropédalage des décideurs publics. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Élément de réponse avec Karel Mezatchachouya et Serge Alanziou. Ça coince niveau stratégie déployée pour décaper des produits éclaircissants du cosmétique au Cameroun. Une action concertée impliquant tous les maillons de la chaîne, jugée appropriée par cet économiste en santé. Albert Zé trouve justifiée la décision du Premier ministre chef du gouvernement qui demande au patron de la santé publique de rapporter sa lettre circulaire du 2 août 2022 relative à l'application des textes fixant les modalités de contrôle de produits alimentaires, d'hygiène, cosmétiques et dérivés aux portes d'entrée du pays. La même annulation sollicitée pour le communiqué radio-presse sur les produits ayant obtenu une autorisation de mise en consommation humaine chez nous. C'est toute une chaîne, c'est-à-dire que vous avez dans cette chaîne-là toutes les entités qui jouent leur rôle. C'est pour cela que au bout de la chaîne, c'est le ministre de la Santé qui doit donner l'autorisation de mise sur le marché après qu'il y ait eu des examens
en laboratoire, des analyses en laboratoire au niveau de l'ANACOM, qu'il y ait eu des contrôles qualité au niveau de l'ANOR et que toutes ces copies soient maintenant donc adressées au ministre de la Santé qui doit maintenant donner l'autorisation de mise sur le marché en fonction de toute cette expertise. Une analyse des contours, des externalités positives et négatives avant toute prise de décision sur la table de proposition de cet expert. Une taxation de plus sur ces produits aussi. Lorsque on met sur pied une taxation comme celle-là, ça nous permet d'avoir déjà de récolter de l'argent pour peut-être la santé, mais également pendant ce moment, on mène des études pour mieux cerner le phénomène, pour mieux comprendre l'ampleur du phénomène et voir dans quelle mesure on peut le saisir. Phénomène au centre de la concertation qui s'ouvre demain mercredi 21 septembre à Yaoundé entre administrations publiques et privées et la coalition pour l'assainissement de la filière cosmétique au Cameroun. Objectif ? Redonner confiance à l'entreprise citoyenne, rassurer également le consommateur. N'oubliez pas que la zone de libre-échange continentale est à notre porte. Il y a décloisement de marché. Il est important que très rapidement que l'État, avec les organisations sectorielles, s'assied autour d'une table pour trouver rapidement une solution. Le bien-être des consommateurs, acteurs de la filière, ainsi que l'accompagnement du gouvernement dans ses missions d'encadrement et de promotion de ce secteur classé prioritaire. En prélude à la célébration de la journée mondiale de la femme rurale, célébrée tous les 15 octobre de l'année, la conseillère technique au ministère de la promotion de la femme et de la famille, Brigitte Ndoziri, vient de présider une réunion préparatoire élargie pour valoriser le savoir-faire des femmes vivant en milieu rural. Au cours de cette assise, les participants ont proposé des projets rentables pour la femme rurale. Je vous propose d'écouter le directeur de la promotion économique de la femme au micro de Corinne Tango et Serge Alain Zibo. La journée mondiale de la femme rurale est une journée qui implique plusieurs administrations sectorielles et aussi les partenaires au développement. Il est donc important d'associer tous ces acteurs principaux pour atteindre cet objectif qui est celui d'accompagner la femme vivant en milieu rural dans le développement de la production locale. Là, c'est l'important de consommer ce que nous produisons et plus encore de valoriser cette production locale en accompagnant celles-là même qui luttent pour notre sécurité alimentaire à améliorer ses moyens de production, notamment dans la transformation agroalimentaire. Et le manioc reste un des aliments les plus consommés au Cameroun. Sa transformation produit de nombreuses dérivés. La connaissance des boutures et différentes variétés permet de booster la production. Et depuis ce matin à Douala, les cultivateurs de manioc sont à l'école des techniques de multiplication de la production des tubercules de qualité. Voyons cela avec David Sandio et Thierry Nana. La filière manioc, très porteuse du fait de sa forte consommation, présente le besoin d'amélioration de la qualité et surtout la connaissance des différentes variétés pour mieux choisir les boutures et une production efficiente. Une crainte majeure dans la production qui est celle des attaques que subit le manioc en champ. On va essayer d'élaborer, de faire un inventaire de toutes les maladies et les nuisibles qui s'attaquent au manioc. À Boadibo, le centre d'incubation pilote de la Chambre de commerce moule les acteurs de la filière manioc aux techniques de production, conservation et transformation. On apprend beaucoup. On ne savait même pas que ça existait au Cameroun. Et j'appelle toutes les femmes, toutes les jeunes filles, de vraiment croire en Afrique, surtout le Cameroun. Le Cameroun est riche. On a plein de choses chez nous. Et je sais qu'en sortant d'ici, on aura appris beaucoup de choses. Ils viennent des différentes zones où la culture du manioc est fortement poussée et comptent mettre le savoir à contribution. Le tout n'est pas d'avoir les transformateurs qui vont vous donner les dérivés des différents produits. Pour essayer, n'est-ce pas, d'avoir une maison solide, il faut que la base soit fortifiée. Raison pour laquelle on a voulu que tous les acteurs de la filière, par interprofession, puissent être présents. C'est-à-dire à partir des semenciers, des producteurs, des transformateurs et des commerçants, je veux dire, les vendeurs.
Le manioc transformé en farine se présente comme palliatif à la crise du blé et très souvent servi à table. Et parlons de la chronique économique de ce soir et on revisite la venue de l'administration fiscale à Douala en vue de la préparation de la loi des finances 2023. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Monique Naossi Fosso. Bonsoir Monique, vous nous dites que le contexte est particulier. Oui, Alain Ghislain Kanga, c'est une mission de concertation entre le directeur général des impôts et le secteur privé sonne le glas de la rupture du dialogue privé-public entre les deux parties. C'est donc une décrispation des relations entre le patronat et la direction générale des impôts, pour parler bien sûr de l'administration fiscale qui dure depuis 2 ans. Le patronat estimant que la politique fiscale du Cameroun est assez rude, eh bien, le patronat juge cette politique d'ailleurs de confiscatoire, de dissuasive et qui procède par des embuscades. Dans un rapport, une enquête qui a été portée par le JICAM, ce rapport enseigne que 67% des entreprises camerounaises font face à des difficultés fiscales, font face à des difficultés douanières, c'est sans compter avec ces entreprises qu'on qualifie également de délinquants fiscaux qui ne payent pas les impôts et font subir aux entreprises citoyennes la concurrence déloyale et empêchent ces dernières à jouir de tous les avantages que leur confère la loi. Donc nous avons d'un côté le patronat qui veut payer moins d'impôts désormais en invitant par exemple l'État à imposer non plus le chiffre d'affaires, mais plutôt les bénéfices, que l'accès au contentieux fiscal soit moins onéreux. En somme, une revision du paradigme fiscal au Cameroun. De l'autre côté, nous avons le directeur général des impôts avec sa main tendue, la main tendue du gouvernement, qui ne partage pas cette vision apocalyptique des impôts au Cameroun, mais a besoin de densifier l'assiette fiscale, augmenter les recettes. Et on va se dire, est-ce qu'il s'agit là d'un dialogue de sourds entre les deux parties? On ne sera pas très péremptoire. Le directeur général des impôts a besoin de plus d'argent pour permettre à l'État de jouer son rôle social qui est celui de la redistribution de la richesse. Et donc, le directeur des impôts s'en va avec une kyrielle de réformes proposées par le secteur privé. Et on attend de voir, est-ce que les deux parties vont s'entendre sur les termes? Y a-t-il un dialogue de sourds entre les deux parties? On a dit, pour l'instant, on peut beaucoup plus espérer que la poire soit coupée en deux. Monique, le gouvernement peut-il céder aux demandes de ces entreprises? Alain Ghislain Kanga, bien qu'on ait enregistré une certaine embellie en 2021 en matière des investissements au Cameroun, en 2020 précisément, on était à 6,4% de taux d'investissement et en 2021, on est passé à 12,4%. Mais il reste que le contexte est marqué par des crises multiformes. Vous le savez, le Cameroun a le pétrole à subventionner, les routes, les ponts à construire, les centrales hydroélectriques à mettre en marche. Il y a les fronts de crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et le déploiement militaire dans la région de l'extrême nord Cameroun. Donc, il y a un déploiement militaire qui nécessite des fonds. On ne va pas ignorer la piraterie maritime dans le golfe de Guinée qui nécessite énormément d'argent. Alors, il y a quand même des questions qui sont restées, des observateurs qui ont été au JICAM, qui ont été au MECAM, qui ont été avec la Chambre de commerce. Quelles sont les mesures fiscales que le fisc a prises pour accompagner les producteurs locaux et davantage ces entreprises locales qui vont accompagner l'État dans la politique d'import-substitution? Ce sont des questions qui restent dans la circulaire du président de la République qui recadre ou accompagne la préparation de la loi de finances 2023. On parle justement de cette politique d'import-substitution
dans ce contexte de crise mondiale où les Camerounais, pour la plupart, ploient sous la vie chère. Donc ce sont entre autres questionnements qu'on est en train de se poser et on espère que les choses iraient mieux dans les prochains jours. Alain Ghislain. Merci beaucoup Monique Naoussi-Fosso pour cette chronique économie. Et on poursuit directement cette actualité en sport avec la Ligue départementale de football d'UNCAM qui est au cœur d'une affaire sombre alors que son champion vient d'être connu, en l'occurrence AS Nilon. Un autre club crie à l'injustice et à la manipulation. Le président de Renaissance de Douala accuse les dirigeants de la Ligue départementale du football d'UNCAM d'avoir changé le règlement de la compétition en cours pour favoriser l'équipe du village d'Iep-d'Icam. Qu'en est-il réellement? L'enquête est signée Marc Chouamot et Marius Kosso. Attention à ce ballon! Oh là là! Grâce à ce but, AS Nilon de Douala remporte le titre de champion du département d'UNCAM dimanche dernier à Yabassi devant l'équipe locale d'Iep-d'Incam. Une joie qui transige avec la colère d'un des clubs participants à ce championnat, Renaissance de Douala. Son président a réuni la presse jeudi dernier avant la finale pour s'insurger contre les décisions des dirigeants de la Ligue départementale de football d'UNCAM de changer le mode de désignation du champion en cours. Ils ont annulé les playoffs qui avaient été décidés avant le début du championnat pour directement passer à une finale qui opposait, quand ils savaient déjà que dans une des poules, Diep-d'Incam va être championne et allait donc jouer directement la finale au lieu de passer d'abord par un match de barrage qui aurait pu éliminer ce club-là. Donc ça a été fait à dessein. La gestion du football camerounais n'est pas encore ce qu'on voudrait qu'elle soit. Et je tiens à vous rappeler que moi je suis venu dans ce milieu récemment à la faveur donc, de l'élection du nouveau président et donc avec beaucoup d'espoir. Dans le dossier presse qui nous a été remis sur place, le rapport de l'Assemblée générale de la Ligue d'UNCAM tenu le 28 mars 2022 est remis au club précise dans la résolution 3 que les 11 équipes seront reparties en 2 sous-poules. Le calendrier officiel de la compétition, publié au mois de juillet, va plus loin en précisant les dates des playoffs croisés entre les 2 premiers de chaque sous-poule, puis une finale pour déterminer le champion. Approché par nos soins pour faire la lumière sur ces accusations, François Eya, président de la Ligue d'UNCAM, n'a pas souhaité réagir avant la finale de dimanche dernier. Le rapport de l'Assemblée générale qui nous a transmis par WhatsApp, ici à l'image, datant toujours du 28 mars dernier, stipule dans la résolution 3 qu'en plus des 2 sous-poules, ce sont les 2 premiers qui disputeront directement la finale. Toute chose qui contraste avec le calendrier de la compétition remis au club et signé du secrétaire général en juillet dernier. Une situation houleuse qu'a évité d'aborder le président de la Ligue départementale d'UNCAM au terme de la finale disputée dimanche dernier à Yabassi. L'UNCAM voudrait renaître de ses cendres et c'est ça ma vision. Et je voudrais que les gens comprennent qu'aujourd'hui l'UNCAM n'est plus ce département qu'on traitait avec. Or, vous avez eu la détermination, l'engagement des 2 équipes, malgré tout ce que les gens ont pu dire. J'espère que vous serez témoins pour rendre compte fidèlement de ce qui se passe. Ce document à l'image montre bien que Renaissance de Douala a saisi le secrétariat général de la FECAFOOT depuis des semaines pour arbitrage. En vain. Joint au téléphone ce mardi pour savoir s'il comptait déposer un recours afin de faire annuler la finale, Aimé Boni nous confie qu'il préfère laisser son partenaire de combat, AS Nilon, champion, représenter le département d'UNCAM aux interligues d'accession au championnat régional du littoral. Les juridictions de la FECAFOOT vont-elles tout de même s'autosaisir de ce dossier qui ternit la fin de saison dans l'UNCAM? Affaire à suivre. Dans l'actualité à l'étranger, Poutine accuse l'Europe de bloquer le don de 300 000 tonnes d'engrais aux pays pauvres. Pendant ce temps, en Somalie, la situation est critique, la famine est mortelle et les populations appellent au secours. Lille Piediou, Calvin Tekam, Escalmonte. Le président russe Vladimir Poutine souligne que la proposition de la Russie de donner gratuitement 300 000 tonnes d'engrais russes
au pays dans le besoin n'a toujours pas reçu de réponse et reste bloqué dans les ports européens. Malheureusement, ces politiques touchent également des États parfaitement innocents, notamment les pays en développement et les plus pauvres. Ils sont les premiers à être touchés par les restrictions occidentales sur l'approvisionnement des marchés mondiaux en énergie, en denrées alimentaires et en denrées russes. Et dans ce contexte, le comble du cynisme, c'est que même notre proposition de transférer gratuitement 300 000 tonnes d'engrais russes vers les pays dans le besoin, qui ont été bloqués dans les ports européens en raison des sanctions, n'est toujours pas reçue de réponse. Il est compréhensible qu'ils ne veulent pas donner de bénéfices à nos entreprises, mais nous voulons donner gratuitement aux pays dans le besoin, non? Et il n'y a pas de réponse à cela. Au milieu d'une famine mortelle en Somalie, des mères amènent leurs enfants affamés dans des centres de distribution alimentaire à Mogadiscio. Le pays connaît sa pire sécheresse depuis 40 ans après l'échec des saisons de pluie depuis fin 2020, qui a anéanti les cultures et le bétail. Le manque d'eau nous a fait fuir. Pour obtenir un jerrycan d'eau, il faut marcher pendant des heures et avant de pouvoir revenir pour le suivant, le soleil est déjà couché. Il n'y a personne pour nourrir les enfants. Ces 3 dernières années, nous n'avons rien récolté en raison du manque de pluie. Nous avons été aidés par plusieurs personnes pour atteindre ce centre et nous sommes logés dans un abri temporaire à proximité. Nous recevons de l'eau qui a été apportée par des citernes. Le nombre de cas de malnutrition enregistrés au cours de ces 3 derniers mois est d'environ 6 000 dans les 7 centres de Mogadiscio uniquement. Mais ce chiffre peut être plus élevé car les registres ne sont pas toujours précis, même si nous examinons les cas. Les élèves ivoiriens ont repris cette semaine le chemin de l'école avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ceux qui auront moins de 8,5 de moyenne seront exclus en fin d'année. Une mesure ancienne qui réapparaît dans l'espoir de rehausser le niveau. Nos enfants, ils sont dans les classes élevées et ils n'ont pas le niveau. Ils n'arrivent même pas à écrire les noms, écrire des phrases même qui sont élémentaires. Et là, ça nous inquiète. Mais je pense qu'avec cette mesure, ça va emmener nos enfants à travailler. Pour rassurer les parents, 1, ce n'est pas une mesure nouvelle. 2, les élèves qui éventuellement sont exclus de l'établissement, mais pas du système scolaire. Donc il n'y a pas de décrochage scolaire puisque nous avons des passerelles entre le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et le ministère en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le ministre ougandais de la Santé confirme un cas d'Ebola, un cas de la souche soudanaise dans le district de Mubende, à 150 km à l'ouest de la capitale Kampala. Je tiens à assurer au public et à la communauté internationale que l'Ouganda est bien connu pour sa capacité à gérer les épidémies. Nous avons donc la capacité, les compétences et ce qu'il faut pour contenir le virus Ebola. Nous vous demandons donc de rester calme et de savoir que nous allons gérer cette épidémie avec précision. Il y a 6 décès suspects dans la même famille, mais le virus ne peut être confirmé car les corps ont été enterrés. Et de la réclame dans ce journal, l'Union camerounaise des brasseries a 50 ans. L'entreprise créée en 1972 célèbre son cinquantenaire à travers l'amélioration de la qualité des produits et l'offre de services. Regardez. 50 ans d'expérience, 50 ans d'innovation, 50 ans de dur labeur. Pour le bonheur de tout un peuple, cela se fête. Le jubilé d'or de l'Union camerounaise des brasseries UCB est officiellement lancé ce 14 septembre 2022 à Douala par le directeur général en présence de nombreux hommes de médias et partenaires. We are proud of the quality products of UCB, from Kaji to UCB Pamplemousse and many other brands that we've produced. Again, we're also proud of our employees who have been part of this journey in the last 50 years. 50 years anniversary celebration is like fuel in us to even do better, to go the next 50 years.
Au travers de la campagne Race Your Glass, UCB se dit fier de lever son verre avec tous les compatriotes, clients et partenaires qui ont fait partie de cette exaltante aventure durant 50 ans. Plusieurs campagnes seront lancées à l'occasion pour que la fête soit belle pour tous. Pour les clients, je pense qu'ils en sont conscients. Depuis que nous avons lancé cette promotion, leur chiffre d'affaires a doublé, voire triplé. Nous avons également lancé un challenge sur la Coupe du Monde au Qatar. Le secteur de l'éducation et du showbiz sont également concernés par cette célébration, entre autres. Nous avons plusieurs activités à venir. Entre autres, notre activité phare Quality Back to School qui a commencé déjà depuis un moment. Nous allons envoyer 10 étudiants méritants pour continuer les études dans les universités, les plus grandes universités de la place. Nous avons des grands concerts en vue, beaucoup de surprises pour nos consommateurs. Locomotive d'un ensemble de 10 entités, UCB compte faire les choses en grand. Nous parlons aujourd'hui de l'entreprise qui a lancé tout cela. Nous marchons sur les épaules d'un géant, le fondateur dont on a parlé, Fouatoula Kadji de Fosso, de regretter mémoire, qui a en 1972 lancé cette entreprise qui aujourd'hui, encore une fois, je le répète, est le fleuron du groupe Kadji. Créé en 1972 par Fouatoula Kadji de Fosso, UCB ambitionne de devenir leader dans son secteur d'activité au Cameroun et en Afrique. Il nous fait danser depuis 40 ans déjà. Aujourd'hui, la nation lui est reconnaissante. Moni Bilé, artiste musicien camerounais, a été élevé au grade d'officier de l'Ordre du Mérite par le chef de l'État. Et sa médaille lui a été remise à Douala au cours d'une cérémonie sobre mais belle. Pour ses nombreux services dans les domaines des arts et de la culture au Cameroun, Moni Bilé reçoit la reconnaissance de la nation au moment où l'artiste célèbre ses 40 années de carrière. Une haute décoration honorifique reçue des mains du gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara, le vendredi 16 septembre 2022. C'est un grand honneur, déjà une reconnaissance de la République et du chef d'État en particulier, qui m'a élevé au titre d'officier de l'Ordre du Mérite. Et on voit à ce niveau la manifestance des choses, le retour du travail élaboré depuis des années. C'est un réel plaisir et merci pour la République encore. Un moment de joie qu'il a partagé avec ses proches et amis, parmi lesquels son chef d'orchestre. Moni Bilé, c'est l'un des meilleurs artistes camerounais avec qui j'ai collaboré pendant longtemps. Et que la République rende cet honneur, c'est un honneur mérité. C'est quand même l'un des plus capés des artistes camerounais. 2 disques d'or, un maracas d'or, c'est pas donné à n'importe qui. Moni Bilé, c'est 2 disques d'or, une maracas d'or de la musique africaine, grâce à des chansons immortelles telles que aussi Tapalambo, sorti il y a 30 ans. Son défi aujourd'hui est de transmettre ce talent à la jeune génération. La musique, c'est un problème hégémonique. Il fallait dominer l'autre chez lui. La bataille, c'est aussi à l'extérieur pour redonder le nom du Cameroun, donner une grande dimension. Il faut réaliser des grandes choses. Voilà, et je les encourage. Moi-même, je suis là pour les aider aussi en ce moment, après 65 ans de vie. Je serai particulièrement là pour donner des conseils nécessaires pour atteindre cet objectif. Auteur, compositeur, chanteur, musicien, Moni Bilé, du haut de ses 65 ans d'âge, par son style propre, a su inscrire son nom dans les cœurs des amoureux de la musique et du Makossa en particulier. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.